Voici les titres de ce 13h. Les travailleurs du secteur des bâtiments et des travaux publics au Burkina Faso n'ont aucune protection sociale lorsqu'ils sont en activité. Ils ne bénéficient pas également de liberté syndicale et leurs droits sont carrément bafoués. C'est l'unité d'action syndicale qui le dit. Elle veut corriger ces manquements. Une formation sur la négociation collective est organisée en faveur des acteurs syndicaux des BTP. Les explications à suivre tout à l'heure dans ce journal. Et dans cette édition, nous parlons encore des 71 propriétaires de parcelles sommées de déguerpis de leur lieu d'habitation dans la commune de Komsilga. En début de semaine, les habitants opposant un refus de parti barricadaient la RN5 pour se faire entendre. Dans ce 13h, nous tendons notre micro à un expert immobilier spécialiste de la législation domaniale et foncière. Que s'est-il réellement passé? Comment en est-on arrivé là? Vous le verrez dans un court instant. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout d'abord à Bobo Dioulasso, les policiers à la retraite dans la région des Hauts-Bassins étaient l'invité du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités. Le FONADR est allé donc présenter à ces travailleurs admis à la retraite le fonds et les avantages qu'il offre à ses cibles pour le vieux jour. Surtout Justin Dabiré. Ils ont servi la nation durant toute leur carrière avec dévouement et loyauté. Aujourd'hui à la retraite, ces anciens policiers bénéficient de l'accompagnement du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités FONADR afin d'avoir une retraite dorée. Nous sommes là pour accompagner nos aînés qui ont eu la chance d'être admis à la retraite et d'entamer, d'amorcer une seconde carrière. C'est de leur donner l'information juste par rapport aux opportunités que le FONADR peut les offrir. Vous savez que nous avons 3 missions. C'est les missions d'accompagnement en termes financiers, c'est les missions de formation et les missions de valorisation de l'expertise et des expériences des personnes admises à la retraite. Cette rencontre d'information entre le FONADR et les policiers admis à la retraite est une initiative appréciée positivement par les premiers responsables de la police nationale des Hauts-Bassins. Il fallait les accompagner et je pense que l'État a mis un fonds pour pouvoir les accompagner. Mais les gens n'avaient pas l'information. Et si en tout cas les responsables de ce fonds sont venus vers nous pour qu'on puisse ensemble porter l'information aux bénéficiaires, je ne pouvais pas faire autrement que de me mettre devant en tant que premier acteur pour mobiliser tous mes devanciers, policiers retraités, pour qu'ils comprennent qu'en tout cas, il y a en tout cas de l'espoir après la retraite. Je crois que la rencontre est la bienvenue et le FONADR a pensé à nous et nous ne pouvons que les remercier. Parce que nous, on pense qu'une fois à la retraite, on est laissé pour compte. Mais s'il y a une structure qui pense à nous, moi je crois que vraiment c'est la bienvenue. Et on apprécie ça positivement. Le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités, FONADR, lancé en février 1992, est une institution financière de l'État. Il a pour mission d'aider aux moyens d'action de formation et de financement les travailleurs déflattés et retraités à accroître leur aptitude et leur capacité à réintégrer la vie active. En attendant, eux, ils sont encore en activité, mais qui voient leurs droits bafoués par les entreprises nationales. Nous parlons des travailleurs du secteur des bâtiments et des travaux publics. L'unité d'action syndicale estime que ces hommes et femmes qui travaillent à construire des maisons et des routes n'ont aucune protection sociale. Pour y remédier, justement, l'UAS a organisé une formation sur la négociation collective au profit des acteurs syndicaux. Suivez donc le compte-rendu d'Abdou Aziz Sari, j'allais dire. Très souvent employés pour la durée d'un chantier, la plupart des travailleurs qui évoluent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ne bénéficient ni d'assurance chômage, ni d'assurance maladie et n'ont aucune protection sociale, selon l'unité d'action syndicale. Ainsi, les droits de bon nombre de travailleurs des BTP sont bafoués
par certaines entreprises nationales et même par moments multinationales. On peut citer entre autres le non-respect du volume horaire journalier en vigueur, le refus de la liberté syndicale, la précarisation de l'emploi à travers les bas salaires, les traitements inhumains de certains travailleurs et le non-respect des règles élémentaires des lois du travail de ce pays. C'est au regard de ces manquements que l'UAS a initié cette session de formation sur la négociation collective au profit des acteurs syndicaux des BTP. Objectif, promouvoir le travail décent dans ce secteur d'activité, mais aussi participer à la réalisation d'un militantisme éclairé et responsable. Alors, en termes basiques, il s'agit de s'accorder pour évoluer ensemble entre travailleurs et employeurs. Et dans ces négociations collectives, ça nous trace des voies d'avancer qui nous évitent de la revendication intempestive, qui nous évitent également des comportements de patrons très dégradants. Cette session de formation bénéficie de l'accompagnement du Bureau international du travail. Cette initiative et tout ce que le BIT appuie sont évidemment en ligne droite avec les différentes déclarations. La déclaration donc, du centenaire de l'OIT de 2019 qui a acté un engagement à développer une approche du travail centré sur l'être humain. Cette activité marque le début d'une série de formations au profit des travailleurs du Burkina Faso, selon l'UAS. Après les acteurs du BTP, ce sont les acteurs des services de gardiennage qui seront outillés sur la négociation collective. Nous restons encore dans le monde des travailleurs, mais cette fois, on ouvre une fenêtre sur les journalistes du privé, des hommes de médias qui travaillent jour et nuit pour vous apporter des informations, mais ils sont nombreux, ces journalistes qui manquent parfois le minimum pour s'assurer une vie décente. Pourquoi? Eh bien, parce que la convention collective n'est point respectée. D'ailleurs, elle est obsolète depuis des années. Au Burkina Faso, précisément, il y a seulement une dizaine d'entreprises médiatiques qui respectent cette convention collective sur 421. Le comité ad hoc exige donc un changement. Arsène Konditamné. Sur un effectif de plus de 400 médias au Burkina Faso, pas plus de 10 appliquent la convention collective. Une convention qui régit entre autres le traitement, la classification et les rémunérations des journalistes burkinabés. De nombreux travailleurs des médias sont payés en deçà de ce que prévoit ce texte. Pour le comité ad hoc, trop c'est trop, les lignes doivent bouger. C'est vraiment scandaleux. Et la non-application de la convention collective, même les petits salaires prévus dans la convention collective, là, ils n'arrivent pas à avoir ça. La majorité écrasante des journalistes sont payés très loin du SMIC. Il y en a même, au lieu d'un contrat de travail, c'est des contrats de prestations qu'ils font. Et les journalistes sont obligés de chercher eux-mêmes leurs propres motos, leurs propres engins, leurs propres matériels, courir, faire un reportage, venir. Au-delà de la non-application de la convention collective, de nombreux journalistes exercent dans la plus grande précarité. Aucun contrat de travail ne les lie à l'employeur, aucune cotisation sociale n'est versée pour préparer leur vieux jour et ils ne bénéficient d'aucune assurance maladie. Il n'y a aucun accompagnement de point de vue sanitaire. Quand un journaliste tombe malade, c'est la croix et la bannière. Ce sont ses parents ou ses amis qui doivent se mobiliser pour le soigner. Beaucoup même, souvent meurent même dans l'anonymat comme ça, parce que ils n'avaient pas, les moyens. Et ce qui est dramatique. Pour ces journalistes, les patrons de presse mis en cause bénéficient du soutien de personnalités politiques influentes qui protègent leurs arrières. Le dernier fait en date qui nous choque, c'est le fait que le comité d'octroi de la subvention avait recalé un certain nombre de dossiers de certains organes qui n'ont pas déclaré les journalistes à la CNSS. Ou s'ils avaient déclaré, il n'y avait pas de cotisation. Voilà, dans un premier temps, ils avaient rejeté les dossiers. Malheureusement, des coups de fil de certains membres du gouvernement sont venus, mettant la pression sur ce comité-là pour que les fonds soient débloqués, comme on appelle pour ces patrons qui ne respectent pas les droits de leurs journalistes. Une année s'est écoulée depuis la première conférence de presse de ce groupe de journalistes. Depuis lors, pas grand-chose n'a changé.
Ils n'ont été reçus que par le directeur des médias du ministère de la Communication et plus rien. Ils disent être déterminés à aller le plus loin possible dans cette lutte. Je vous l'annonçais en début de ce journal avec cette actualité qui fait réagir plus d'un. Il s'agit des 70 familles sommées de quitter leur lieu d'habitation acquis en 2009. Eh bien, suite à un lotissement dans la commune de Komsilga, il semble clairement que les parcelles acquises se trouvent sur le domaine d'un particulier qui brandit un arrêté communal datant de 2003. Une situation confuse et tout le monde cherche un dénouement. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Les explications de Archimède Boy. Après le litige foncier qui a opposé deux individus pour une parcelle au quartier Pazani, un autre litige à Tengandogo défraie la chronique depuis quelques jours. Le samedi 7 août dernier, une centaine d'habitants installés sur 71 parcelles d'une superficie de 20 000 mètres carrés sont sommés de déguerpir. Des huissiers accompagnés de forces de l'ordre, brandissant une décision de justice, leur donnent 8 jours pour quitter les lieux car le véritable propriétaire, détenteur d'un arrêté communal datant de 2003, réclame son domaine. Les populations attributaires de ces parcelles, suite à un lotissement des autorités municipales en 2009, sont déboussolées et en colère. Colère qu'elles expriment ce 9 août en érigeant des barricades sur la voie publique. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Selon Basile Darga, enseignant de législation domaniale et foncière et expert immobilier, des étapes clés du processus n'ont pas été faites régulièrement. Il explique que dans tout processus de lotissement, les 3 premières étapes sont cruciales, notamment l'autorisation de lotir, la publicité et l'enquête d'utilité. L'enquête d'utilité et la publicité ont pour but de révéler les droits qui existent déjà sur le site. C'est-à-dire, on a déterminé un secteur géographique, admettons 200 hectares à lotir. On fait une enquête d'utilité, une large publicité, c'est de dire la population qui est là et même celle qui n'est pas là, quels sont ceux qui ont des droits sur ce terrain. Et les gens vont s'exprimer, les gens vont faire des observations. Un monsieur va venir, ah tiens, sur le site que vous avez désigné, moi j'ai 4 hectares sur lesquels j'ai déjà un document. Un autre va venir, bon, moi j'ai 2 hectares mais je n'ai pas de document. Vous allez récolter toutes ces informations, les analyser, les traiter et élaborer votre projet de plan de lotissement. Et c'est à ce niveau que le processus aurait failli, selon notre expert. Voilà. Donc ici, pour le cas spécifique, je dirais que si on a pu arriver à cette situation, il y a peut-être beaucoup de chances que la procédure n'ait pas été régulièrement suivie, au point que les droits n'ont pas été purgés. Et donc, en français facile, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu annuler les droits d'autres personnes qui existent sur ce site pour pouvoir réaliser l'opération de lotissement. Dans le cas d'espèce, nous sommes visiblement face à une situation délicate. Basile estime qu'on aurait pu l'éviter en amont si l'on se référait à la loi, car elle prévoit en matière d'opération d'urbanisme un mécanisme pour prévenir de tels conflits. Un mécanisme qui consiste à déclarer tout projet de lotissement d'utilité publique. Ce mécanisme permet à la commune qui veut faire le lotissement d'ouvrir une discussion avec le propriétaire du site pour pouvoir faire entrer ce site-là dans son patrimoine privé et puis ensuite faire le lotissement. Ça veut dire quoi? La loi dit on déclare l'utilité publique. Et une fois que l'utilité publique est déclarée, on essaie de purger les droits qui sont sur ce terrain à travers la déclaration d'utilité publique. Donc il y a 2 moyens par lesquels ce bien va revenir à la commune pour pouvoir faire son lotissement. Le premier moyen, c'est la négociation amiable. Et lorsque la cession à l'amiable est impossible, ladite loi permet à l'autorité publique de déclarer une expropriation pour cause d'utilité publique, selon cet enseignant de législation domaniale et foncière. Par ailleurs, il prévient, si les autorités en charge de l'urbanisme ne prennent pas le taureau par les cornes, les sociétés immobilières courent également le même risque. On a des promoteurs privés aujourd'hui qui ont pion sur rue, qui sont des structures connues notoirement
et qui envahissent les terrains des particuliers, sur des terrains sur lesquels les gens détiennent des droits. Et si ce n'est pas réglé dès maintenant, ça veut dire que les produits vendus à ces personnes, à des clients, peuvent un jour se retrouver être contestés. C'est pourquoi les réformes tant annoncées dans le domaine du foncier doivent intégrer la mise en place du cadastre au Burkina Faso. Toute chose qui pourrait désamorcer la bombe foncière, indique Basile Darga. Tout autre chose à présent, si vous cherchez des informations sur la vie carcérale et le vécu quotidien des personnes détenues, désormais, il y a un bulletin d'information à votre disposition. La loupe pénitentiaire, c'est le nom de ce bulletin qui révèle au public le visage humain de la prison et les actions qui y sont menées. Le magazine a été présenté à la presse hier au ministère de la Justice. Archimède Boy. La loupe pénitentiaire, c'est le tout nouveau bulletin d'information de la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Ce magazine veut révéler au public le visage humain de la prison et les actions qui y sont menées pour le bien-être et la transformation positive de la personne incarcérée. La loupe pénitentiaire se veut un outil de communication opérationnelle qui plaide pour une meilleure compréhension du séjour carcéral afin de bénéficier de l'accompagnement de tous pour finalement déconstruire les stéréotypes et autres clichés dévalorisants sur la prison. Car en dépit de tout, il appartient à chaque citoyen de faire de l'assistance humanitaire des lieux de détention un devoir permanent. Ce fut du reste un des combats portés par l'illustre Nelson Mandela qui a su dire « Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. » Le rédacteur en chef de cette équipe composée entièrement des agents de la garde de sécurité pénitentiaire donne les raisons du choix du nom de ce bulletin. On peut aussi voir en la loupe une lentille convergente, dont le rôle est de grossir les objets. Dans ce cas, il s'agit pour son utilisation optimale de placer son foyer sur l'objet visé. Comme signalé à l'entame, ce magazine premier du genre dans l'administration pénitentiaire permettra de zoomer ou de faire un focus sur l'administration pénitentiaire. La loupe pénitentiaire paraît tous les 6 mois et s'inscrit dans la catégorie des journaux et périodiques d'information spécialisés. Et puis, les acteurs de la santé sont en réflexion pour disposer d'un outil de gestion du régime d'assurance maladie universelle. C'est à travers un atelier de validation de la nomenclature générale des actes des professionnels de santé. L'idée avec ce document est de répertorier les actes posés par les agents de la santé. Sandrine Zougouri. Pour disposer d'un outil de gestion technique du régime d'assurance maladie universelle, les acteurs sont en réflexion afin de valider une nomenclature générale des actes des professionnels de santé du Burkina Faso. Un document qui viendra assainir les formations sanitaires tout en répertoriant les actes posés par les professionnels de santé. Pour l'assurance maladie spécifiquement, c'est sur la base de ce référentiel que les remboursements sont effectués. Lorsque nous allons payer les prestations de soins dans les formations sanitaires au profit de nos bénéficiaires, nous regardons, nous nous assurons que tous les actes que nous payons sont référencés dans notre nomenclature. Et c'est sur la base de la nomenclature et des tarifs qui sont dans la nomenclature que nous remboursons. Je vous prends un exemple. Si on dit qu'une consultation de telle spécialité qui est dans notre référentiel est tarifée 2000 francs, pour le remboursement, nous prenons les actes qui sont passés par les professionnels de santé. Nous regardons si c'est dans notre nomenclature et nous payons par rapport au tarif qui est prévu dans la nomenclature. En termes d'assurance maladie universelle, tout se passe à merveille selon la direction. À ce jour, plus de 65 000 personnes ont été enrôlées, mais quelques chantiers demeurent. Ce jour, nous avons enrôlé un peu plus de 65 000 personnes. Ça nous permet de tester nos fonctions. Et les prochains chantiers seront d'abord l'élargissement à d'autres cibles, notamment le secteur formel. Je parle des fonctionnaires et des salariés du privé. C'est le chantier que nous sommes en train d'ouvrir. Et on devra pour cela faire adopter, proposer au gouvernement les projets de décret fixant les taux d'appel de cotisation, le panier de soins, etc. etc. D'où d'ailleurs l'importance d'avoir une nomenclature, parce que c'est en fonction de la nomenclature et de la tarification qui
qui en résultera que l'assurance maladie fera l'acquisition des actes pour les bénéficiaires. L'élaboration de cette nomenclature générale des actes de professionnels de santé se veut inclusive et participative. Elle permettra également d'harmoniser les tarifs des actes des prestataires de soins pour une mise en place d'un mécanisme d'achat stratégique de soins. Une note de sport football avant de refermer ce journal. Lionel Messi est arrivé à Paris hier au Grand Bondin de supporters de PSG. Il a passé avec succès sa visite médicale. Le joueur argentin a signé son contrat avec le PSG jusqu'en 2023 avec une année supplémentaire en option. La Pulga jouera avec le numéro 30 en conférence de presse ce mercredi même. Le septuple Ballon d'Or a indiqué qu'il a hâte de commencer les entraînements, rencontrer ses nouveaux coéquipiers et bien sûr continuer à gagner des nouveaux titres. Voilà, ce journal s'achève ici. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre session d'information. Mais avant, n'oubliez surtout pas de prendre bien soin de vous et des autres. Excellent après-midi à tous.